Aujourd'hui, Téhéran négocie avec Oman une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz. Le Brent a chuté de son côté de 4% à l'ouverture des marchés asiatiques, donc sur le papier, eh bien, tout ressemble à une désescalade. Mais nous allons vous montrer ce matin pourquoi ce répit ne dit presque rien de ce qui a réellement changé. Parce que derrière cette annonce se cache un schéma répété 6 fois en 5 mois, que les Américains eux-mêmes ont fini par baptiser TACO, parce que l'axe de la résistance iranien perd un pilier à Gaza au moment même où il en redresse d'autres ailleurs dans la région, parce que l'Ukraine et l'Iran, sur les mers comme dans les arsenaux occidentaux, sont devenus une seule et même guerre aux yeux de Téhéran, parce que Washington redistribue sa puissance militaire vers le Pacifique au moment précis où elle s'amenuise ailleurs, parce que Tokyo et Washington viennent de mener leur première intervention monétaire commune depuis 2011, et parce que même si le pétrole recule, votre plein d'essence, lui, ne suivra pas. 6 angles, un seul fil, un ordre mondial où chaque acteur, Iran, États-Unis, Chine, Europe, marché, teste jusqu'où il peut aller sans jamais provoquer l'irréparable. Nous allons les décrypter un par un dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Samedi soir, Donald Trump annonçait sur son réseau social Truth Social avoir annulé une frappe sous réserve de la conclusion rapide d'un accord, sans jamais préciser ce que cet accord contenait. Ce lundi matin, lundi 3 août 2026, la promesse encore floue prend enfin un contour vérifiable. Téhéran annonce que ses négociations avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz sont entrées en phase finale et Washington confirme des discussions de suivi dès cet après-midi. Mais derrière ce langage technique se cache un renoncement plus profond que ne le laisse entendre Téhéran. Depuis 5 mois, l'Iran a en effet fermé de facto le détroit, ce goulot, je vous le rappelle, de 33 km par lequel transitait un cinquième du pétrole mondial. Deux routes depuis s'y superposent, une au nord, la voie côtière iranienne, théâtre de plusieurs attaques revendiquées par Téhéran, et l'autre au sud, le couloir omanais sous escorte américaine. La question n'a jamais été seulement maritime, elle est cartographique, donc en géopolitique, elle est toujours une question de souveraineté. Ce que Téhéran annonce n'est ni la route nord ni la route sud, c'est une troisième voie négociée directement avec Mascate, un choix qui n'a rien d'anodin. Puisqu'en s'appuyant sur Oman, plutôt que sur Washington pour co-gérer le détroit, l'Iran contourne une reconnaissance directe de la présence militaire américaine dans ses eaux, tout en s'offrant une porte de sortie honorable. Le détroit ne reviendra en aucun cas à son état antérieur, prévient le porte-parole Esmaël Bagaï, une phrase qui vaut moins comme menace que comme ligne de défense politique intérieure. Téhéran cède du terrain mais refuse de le dire. Ce montage n'est pourtant pas né ce week-end. Il était déjà inscrit en creux dans l'article 5 du mémorandum de juin dernier qui prévoyait, je vous le rappelle, une consultation avec les États riverains du Golfe pour établir des règles de gestion du détroit. Ce texte, signé, puis mort sous les frappes de juillet, vient d'être ressuscité, preuve que dans ce conflit, rien ne meurt vraiment, tout est mis en pause en attendant la prochaine fenêtre de faiblesse mutuelle. Car c'est bien de faiblesse mutuelle qu'il s'agit ici. L'Iran, économiquement asphyxié par la fermeture qu'il a lui-même imposée, a besoin de rouvrir le robinet pétrolier autant que ses adversaires. Washington, de son côté, empêtré dans une pénurie de munitions désormais documentée noir sur blanc, préfère un compromis négocié à une nouvelle escalade dont l'issue reste, 5 mois après, toujours aussi incertaine. Ni l'un ni l'autre n'a donc intérêt à afficher une victoire trop nette, d'où cette architecture volontairement ambiguë où chacun peut revendiquer avoir tenu bon. Les marchés, eux, ont déjà tranché. Le baril de Brent a chuté de plus de 4% dès l'ouverture asiatique ce lundi matin, retombant à environ 83 dollars. Mais l'euphorie reste précaire. Un tanker a signalé une explosion à proximité dimanche sans faire de victimes et Donald Trump lui-même a refusé de fixer une date limite à la négociation prévue dès cet après-midi. Un accord sans échéance n'est pour l'instant qu'une promesse de plus dans un dossier qui n'en a jamais manqué. Reste l'inconnue américaine. Washington a toujours défendu un principe simple, la liberté de navigation garantie par le droit international sans droit de regard iranien. Un compromis irano-omanais, aussi habile soit-il, laisse structurellement à Téhéran une capacité d'influence sur le trafic maritime qu'aucune administration américaine n'a officiellement acceptée depuis des décennies. La réunion prévue cet après-midi, je vous le rappelle, lundi 3 août 2026, à Washington, ne sera donc pas une simple formalité. Elle dira
si les États-Unis acceptent un Hormuz partiellement iranien de facto tant que la lettre du droit international reste sauve ou si ce compromis s'effondrera comme les précédents au premier désaccord d'interprétation. 5 mois de guerre ont appris une seule certitude, chaque avancée diplomatique porte en elle les germes de son propre effondrement. Ce lundi, pour la première fois, l'accord a un mécanisme, un partenaire tiers crédible, une échéance datée à l'heure près. Ce n'est pas encore une carte redessinée, c'est au mieux une carte dont les deux camps ont accepté de renégocier les marges sans jamais toucher au tracé qui compte vraiment. Cet accord, encore fragile, ne dit rien du schéma qui l'a précédé, un schéma qui a désormais un nom. Je vous le rappelle, samedi soir dernier, Donald Trump a annulé une frappe pour la 6e fois en 5 mois. Le 21 mars, il menaçait de raser les centrales électriques iraniennes, reculées de 12 jours. Le 1er avril dernier, l'âge de pierre, aucune escalade n'a suivi. Le 7 avril, une civilisation entière mourra ce soir, a-t-il dit. Un cessez-le-feu fragile est signé dès le lendemain. Le 11 juin encore, un revirement militaire. Le phénomène, vous le savez, a un nom désormais outre-Atlantique, TACO, T-A-C-O. Trump se dégonfle toujours en bon français. Samedi dernier, la formule s'est encore vérifiée. L'accord que Trump revendique porte sur 2 points. Je vous le rappelle, réouverture totale du détroit d'Ormuz et fin de la menace nucléaire iranienne. Téhéran, elle, n'a pas confirmé. Sur le terrain, le message iranien est volontairement à double tranchant. Arakchi tend la main diplomatique à ses homologues régionaux tout en promettant une riposte proportionnée à toute frappe. Simultanément, les CGRI, les gardiens de la révolution iranienne et l'état-major préparent ouvertement une guerre d'usure, y compris au-delà de la région. Et ce n'est pas de la confusion, c'est une stratégie assumée qui garde les 2 options ouvertes jusqu'au dernier moment. Cette fois encore, la fragmentation est venue des 2 côtés. Côté américain d'abord, c'est un appel de MBS, le prince d'Arabie Saoudite, inquiet des conséquences d'une frappe sur les infrastructures énergétiques qui a fait plier Trump. Les États-Unis sont très dépendants de la diplomatie saoudienne, analyse Cedric Layton, ancien colonel de l'US Air Force pour CNN. Le désaccord ne s'arrête pas à Riyad. Le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a prévenu dimanche dernier qu'Israël agirait avec ou sans accord si l'Iran tentait de relancer son programme nucléaire ou balistique, une ligne rouge qui exige indépendamment de tout ce que Washington pourrait signer lundi. Côté iranien, le corps des gardiens de la révolution iranienne agit de plus en plus sans se soucier des canaux diplomatiques que Téhéran prétend emprunter. Le prix immédiat de cette instabilité se lit dans les chiffres. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé 4 $ le gallon. 10 pays de la région sont désormais sous alerte du département d'État américain appelant leurs ressortissants à envisager un départ. Trump n'a pas d'issue à ce conflit par une escalade, résume Titra Parsi du Kinsey Institute. Depuis Téhéran, le constat est presque identique mais en effet miroir. Pour les Iraniens, c'est toujours la même histoire, observe une correspondante sur place. L'oscillation entre menaces et apaisement est devenue si prévisible qu'elle ne rassure plus personne, ni à Washington, ni à Téhéran. Les gardiens de la révolution iranienne ont profité de la venue des dirigeants du Hamas à Téhéran pour les funérailles de Khamenei début juillet pour tenter de les convaincre de refuser un accord de désarmement. Le mouvement palestinien les a écoutés puis a poursuivi les négociations quand même. Pour la première fois depuis 2007, l'un des piliers de l'axe de la résistance iranien choisit ses propres intérêts contre les directives de Téhéran. Mais ce lâchage du Hamas ne dit pas toute l'histoire. Après 3 années difficiles, l'ensemble de l'axe de la résistance, affaibli depuis la riposte israélienne à l'attaque du 7 octobre 2023, semble au contraire se redresser ailleurs. Plusieurs groupes armés alliés à Téhéran rouvrent des fronts au Moyen-Orient, compliquant ainsi la guerre et menaçant l'économie mondiale. Le paradoxe est frappant. Au moment même où le Hamas s'émancipe de Téhéran sur Gaza, d'autres relais iraniens redeviennent offensifs ailleurs dans la région. Les relations de l'Iran avec ces groupes sont plus complexes et multiformes que ne le suggère la pratique courante des médias qui les qualifient de proxy, résume Ali Hamadi, chercheur au Centre de politique de sécurité de Genève. Ces alliés servent Téhéran quand leurs intérêts convergent et s'en détachent quand ils divergent. Le Hamas vient d'en donner la démonstration la plus nette. Puisque l'accord de désarmement en question annoncé fin juillet prévoit un processus échelonné de 200 à 350 jours sous supervision internationale avec déploiement d'une force de stabilisation et retrait progressif
des troupes israéliennes liées à des jalons de sécurité. Sa mise en œuvre reste fragile, des accords sur le séquençage, une demi-douzaine de groupes armés à Gaza qui compliquent toute démilitarisation totale. Moins de 48 heures après l'annonce, d'ailleurs, des frappes israéliennes ont creusé un cratère dans un hôpital de Gaza, Israël affirmant avoir visé, comme d'habitude, des dépôts d'armes du Hamas, rappel immédiat de la fragilité du calendrier annoncé par Trump. Pour l'Iran, la perte sur ce front précis reste réelle. Le Hamas servait de dissuasion par procuration et de levier d'influence sur le dossier régional le plus sensible, mais la résurgence simultanée d'autres relais de l'axe montre que Téhéran ne mise plus sur un seul pilier. Privée d'un allié sur un front, elle en réactive d'autres ailleurs avec leurs propres calculs et pas nécessairement alignés sur les siens. Un guide suprême invisible depuis 5 mois, un corps des gardiens de la révolution iranienne qui ne parvient plus à faire obéir le Hamas, mais qui voit d'autres relais reprendre les armes de leur propre initiative. L'Iran de l'été 2026 ne contrôle plus son réseau régional, elle le subit autant qu'elle en profite. Un même drone Shahed a d'abord frappé l'Ukraine dès 2022, puis les bases américaines du Golfe ces dernières semaines. Depuis fin juillet, l'Iran ne distingue plus vraiment les deux fronts et c'est peut-être le développement le plus dangereux de l'été, plus encore que les frappes elles-mêmes. Le mécanisme qui a précipité cette fusion est transactionnel et la pénurie qui le sous-entend touche désormais tous les compartiments de l'arsenal américain et ce avec des chiffres précis. Puisque selon le Centre d'études stratégiques et internationales, l'inventaire américain d'intercepteurs Patriot est tombé à 2330 unités avant-guerre, à 759 voire 827 au mieux au 27 juillet, soit moins d'un tiers du niveau national, du niveau initial. Les stocks de THAAD, eux, sont passés de 452 à 278 au moins. Côté naval, l'alerte est tout aussi nette. Le général Alexus Grynkewicz, commandant des forces américaines en Europe, a averti le Pentagone qu'il ne disposait plus des destroyers nécessaires pour continuer à défendre efficacement Israël contre les missiles iraniens. Sans renfort, il devra bientôt donner la priorité au territoire américain plutôt qu'à l'État hébreu. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky, président ukrainien, est venu par 2 fois ces derniers jours plaider à Washington pour des intercepteurs patriotes, non plus en demandeur de charité, mais en apporteur d'expertise anti-drone forgée depuis 2022 contre ces mêmes Shahed. Les Ukrainiens l'approchent non plus pour demander la charité américaine, mais pour offrir leur aide, résumé cette semaine les experts. Trump, lui, hésite toujours à Washington, puisque Washington doit faire preuve, selon ses mots, de beaucoup de prudence. Cette fusion à un prix qui s'étend désormais à toutes les mers et à toutes les infrastructures à la fois. Fin juillet, un navire ukrainien frappait, je vous le rappelle, un cargo iranien en mer Caspienne. Le 1er août, soit ce week-end, des drones ukrainiens coulaient le porte-conteneur russe Yanina en mer Noire. Ce week-end, l'offensive a donc changé d'échelle. Kiev a frappé simultanément la raffinerie de Saratov et la base aérienne d'Angels, provoquant des incendies sur les 2 sites, ainsi qu'un dépôt pétrolier en Kalouga, pendant que la campagne contre Wildberries, le Amazon russe, se poursuit sans relâche. Une douzaine d'entrepôts visés depuis le 18 juillet dernier, dont un à 800 km de toute ligne de front. Bilan de la seule nuit de samedi à dimanche, au moins 9 morts côté russe, 5 côté ukrainien, 635 drones ukrainiens abattus selon Moscou. La guerre ne se joue donc plus sur une ligne de contact, elle se joue partout à la fois, jusque dans les entrepôts de logistique commerciale. L'Europe, elle, a choisi une autre arme, l'interception plutôt que la sanction sur le papier. Hier, donc dimanche 2 août 2026, la marine italienne, à la tête d'une force conjointe de l'UE, a arraisonné au large de la Sicile le Toa Paio, un pétrolier sanctionné de la flotte fantôme russe, immatriculé au Cameroun la semaine précédente, et ce pour tenter de brouiller les pistes. 4e interception de ce type en Méditerranée depuis juillet, l'Union européenne vient d'étendre cette traque jusqu'à l'océan Indien. Une nouvelle ligne de front s'ouvre économique, celle-là, puisque pour étrangler le financement pétrolier de la machine de guerre russe, pendant que Kiev étrangle sa capacité à produire et que Washington peine à réarmer qui que ce soit. Pour les analystes, l'Iran perçoit désormais l'Ukraine et le Golfe comme un seul et même théâtre d'hostilité. Le risque n'est donc pas anodin. Dans un système où personne ne sait plus qui décide vraiment des représailles, une étincelle mal maîtrisée peut déclencher une réponse disproportionnée sans qu'aucun canal diplomatique ne sache avec qui la désamorcer.
Deux guerres qui n'en font plus qu'une aux yeux de Téhéran, une Ukraine qui frappe désormais les raffineries, les bases et les entrepôts russes sur tous les fronts à la fois, une Europe qui passe enfin de la sanction à l'arraisonnement et un arsenal américain si étiré qu'un général doit choisir entre Israël et son propre territoire. La fusion des théâtres n'est plus une hypothèse stratégique, elle s'écrit comme chaque week-end sur une nouvelle mer, une nouvelle raffinerie, un nouvel entrepôt. 30 nations, 30 000 militaires, 5 semaines de manœuvres achevées vendredi dernier à Pearl Harbor. Pendant que les stocks de patriotes s'épuisent sur le front iranien et que Kiev attend toujours sa licence de fabrication, l'Amérique vient de réunir la plus grande démonstration navale alliée au monde et elle n'a jamais été aussi peuplée. L'exercice, RIMPAC, fondé en 1971 avec 5 participants, a vu sa participation exploser cette année. Balikan, aux Philippines, a doublé de taille en 4 ans. Talisman Sabre a presque triplé son nombre de nations pleinement engagées. Ce n'est pas de la figuration diplomatique, ce sont plus de 500 manœuvres maritimes, 2400 missions aériennes et le premier tir réel hors sol américain du système de missiles Typhoon. Le message est calibré pour être vu depuis Pékin et Pyongyang. Le détail qui compte le plus n'est pas militaire, il est protocolaire, car sur les postes de commandement les plus élevés de RIMPAC, 3 seulement sont occupés par des Américains cette année. Un contre-amiral sud-coréen supervise pour la première fois l'ensemble des activités maritimes. Si vous avez 30, 50 ou 100 amis, ce sera mieux qu'une ou 2 alliances formelles, résume le contre-amiral japonais Takuo Kobayashi. L'Asie n'a jamais eu d'autant. Elle est en train de s'en construire l'équivalent diffus, sans traité central, à coup d'exercices multilatéraux. Pékin, elle, a répondu à sa manière, c'est-à-dire seule, puisque le 1er août, jour de la fête des armées chinoises, l'armée populaire de libération a mené un exercice naval et aérien de grande ampleur sur le récif de Scarborough. Bombardiers, destroyers, navires de débarquement amphibies, diffusés publiquement sur les réseaux d'État. Officiellement, une réponse à la nouvelle ligne de base maritime revendiquée fin juillet par Manille. Qu'il se prépare à une réponse ferme de la Chine, a averti le Global Times, comparant la démarche philippine à un voisin qui trace une ligne à la craie chez vous. Des experts régionaux y voient moins une patrouille qu'une répétition grandeur nature de reconquête d'îles. Taïwan, elle, entre à son tour dans l'exercice annuel Hankwang du 5 au 14 août prochain, qui seront faits simulation de blocus chinois avec tir réel, escorte de ravitaillement et pour la première fois, un test de la capacité des usines civiles à se délocaliser en cas de guerre. 2 blocs, 2 méthodes, Washington tisse un maillage d'alliés dispersés, où Pékin démontre seule sa capacité à frapper vite et fort. Mais cette montée en puissance américaine ne dissipe pas le doute qui plane sur toutes ces alliances cette année. Pourquoi risquer de s'aliéner la Chine si nous ne savons pas si Trump et les États-Unis seront encore là demain, s'interrogent les experts. La question posée à propos du Pacifique est la même qui plane sur l'Ukraine et sur le Golfe. Un partenaire américain peut-il encore compter sur un engagement dont le président lui-même a démontré cette semaine encore la réversibilité ? L'écrasante domination américaine reste pourtant intacte sur un point. Washington possède à lui seul presque autant de porte-avions que le reste du monde réuni. L'Amérique ne se retire pas de la carte mondiale, elle redistribue ses priorités, moins de munitions pour l'Ukraine, plus d'alliés pour contenir la Chine, pendant que Pékin mise sur la démonstration de force solitaire plutôt que sur le nombre. Et c'est peut-être là la définition la plus exacte du nouvel ordre mondial de 2026, non pas un déclin américain, mais 2 modèles de puissance qui s'affrontent, chacun testant si sa méthode tiendra plus longtemps que celle de l'autre. Une photo prise par-dessus une épaule a suffi. Vendredi dernier à Camp David, un photographe de Reuters capture le bloc-notes du secrétaire au Trésor Scott Bessent, resté à la vue de tous pendant 30 minutes de réunion télévisée. Dessus, une ligne soulignée, je cite, « acheter des yens japonais pour 5 à 10 milliards de dollars ». Ce lundi matin, l'indiscrétion est devenue officielle. Tokyo et Washington ont confirmé une intervention conjointe pour soutenir le yen, la première de ce type depuis le séisme de 2011. Les chiffres confirment l'ampleur du geste. Le yen a bondi jusqu'à 1,4% ce matin, lundi 3 août 2026, à 155,20 pour $1, un sommet en 3 mois portant le gain cumulé à 3,8% sur 2 séances. Tokyo
a seul vendu jusqu'à 58,97 milliards de dollars jeudi dernier pour racheter sa monnaie avant que Washington ne rejoigne l'effort le lendemain, vendredi. Contre-coup immédiat, le Nikkei a chuté, le dollar plonge face à l'euro et la livre sterling, désormais à leur plus haut niveau depuis plusieurs semaines. Les deux capitales n'avancent pourtant pas le même argument. Leur yen s'affaiblit et ils avaient besoin d'un peu d'aide. Nous sommes toujours là pour le Japon, a expliqué le président américain hier. Dimanche, donc, la carte de l'amitié a-t-il joué? Bessent, le secrétaire américain au Trésor, lui parle de sous-évaluation importante à corriger et enfonce le clou en réclamant une hausse des taux de la Banque du Japon qui a justement émis, vendredi 31 juillet dernier, son signal le plus explicite en ce sens. Un même geste, deux justifications, l'une diplomatique, l'autre strictement monétaire, signe que Washington cherche à ménager plusieurs publics à la fois avec une seule opération. Le calendrier n'est pas neutre. Regardez, cette dépréciation est directement alimentée par la hausse du pétrole depuis le début de la guerre en Iran, le même mécanisme qui étouffe la Banque du Japon, prise entre inflation importée et croissance qui ralentit et qui pèse déjà sur la popularité du Premier ministre Sanae Takahashi. Intervenir sur le yen, c'est traiter un symptôme dont la cause reste au Moyen-Orient. Signe que le mouvement dépasse le seul Japon, la Corée du Sud est intervenue jeudi pour défendre le won, preuve d'une nervosité monétaire partagée dans toute l'Asie de l'Est. L'autre signal de la semaine touche la Réserve fédérale américaine elle-même. Kevin Warsh, son président, a évoqué avec ses collègues l'idée de réduire le nombre de réunions annuelles du FOMC de 8 à potentiellement 6, une doctrine qu'il défendait déjà en 2014 pour la Banque d'Angleterre. Moins de rendez-vous programmés, c'est aussi moins d'occasions pour les marchés de tester la détermination du nouveau président face à la pression de Donald Trump. Deux gestes, une même direction, une intervention monétaire déclarée avec deux discours différents, une Fed qui cherche à se faire plus silencieuse. Tokyo prévient déjà, nous n'hésiterons pas à mener d'autres interventions conjointes. Dans un ordre monétaire mondial déjà nerveux, agir davantage et en dire moins n'est jamais neutre, c'est une stratégie qu'elle s'affiche sur un bloc-notes oublié ou sur un communiqué officiel. Ce lundi 3 août 2026, le baril de Brent a beau avoir chuté de plus de 4% sur l'annonce d'un accord Hormuz, le répit ne débordera pas jusqu'à la pompe. C'est l'avertissement conjoint d'ExxonMobil et de Chevron. Cette semaine, le prix à la pompe s'est découplé du cours du pétrole et ce découplage pourrait durer bien après la fin des guerres qui l'ont provoqué. Le mécanisme est resté sous les radars jusqu'ici. Écoutez, près de 10% de la capacité mondiale de raffinage est actuellement à l'arrêt, conséquence directe de la fermeture d'Ormuz, des frappes ukrainiennes répétées sur les raffineries russes et de l'embargo chinois sur les exportations. Résultat, même quand le pétrole brut est disponible, il n'y a plus assez d'usines pour le transformer en essence, diesel ou kérosène. Le point faible du système énergétique réside dans le raffinage, un aspect sur lequel le marché ne se concentre peut-être pas suffisamment, résume le directeur financier d'ExxonMobil. Les chiffres racontent un découplage inédit. Le baril de WTI, référence américaine du pétrole, des cours du pétrole, a chuté de 26% depuis son pic de l'année. L'essence à la pompe américaine, elle, n'a reculé que de 10% et reste au-dessus de 4 dollars le gallon. Le diesel est encore plus rigide, moins 6% seulement quand le pétrole brut a perdu 4 fois plus de terrain. Les raffineries tournent à plein régime pour compenser. 95% chez Exxon, 97% chez Chevron, 102% chez Shell au deuxième trimestre, et ce sans aucune marge de manœuvre pour absorber un choc supplémentaire. Ce plafond a une conséquence directe sur l'automne qui arrive. Chevron prévient que la reconstitution des stocks de fioul domestique avant l'hiver va encore tendre le marché des distillats. Nous allons observer une pression à la hausse sur les prix des produits au troisième trimestre et peut-être au-delà, avertit son PDG Mike Wirth. Le scénario catastrophe du pétrole à 200 dollars, agité en début de crise, ne s'est jamais matérialisé. Le baril est resté sous contrôle relatif. Mais cette fois, la menace ne vient plus du prix du brut, elle vient de la capacité à le transformer. Et sur ce terrain-là, prévient le PDG d'ExxonMobil, Darren Woods, il faudra du temps au secteur pour se redresser, a-t-il dit, bien après que les canons, eux, se seront tus. 6 actualités donc, un seul mouvement de fond, l'Iran recule sur Hormuz sans jamais renoncer à sa revendication, Trump annule une frappe sans jamais renoncer à la menace, le Hamas s'émancipe pendant que d'autres relais iraniens reprennent les armes, l'Ukraine et l'Iran fusionnent leur théâtre de guerre pendant que l'arsenal américain, lui, s'épuise sur les deux fronts à la fois.
Washington mise sur le nombre dans le Pacifique, Pékin sur la démonstration solitaire, le yen se redresse par intervention conjointe quand le pétrole, contrairement aux apparences, restera cher plus longtemps que son propre prix ne le laisse croire. Ce que cette matinée du lundi 3 août 2026 raconte, ce n'est pas la fin d'une crise, c'est un monde où plus aucun acteur, États-Unis compris, n'a les moyens de tenir toutes ces lignes en même temps. Chacun arbitre, recule, redistribue sans jamais totalement lâcher prise. Et c'est peut-être là la définition la plus juste du nouvel ordre mondial de 2026. Non pas un basculement brutal, mais une gestion permanente de la pénurie, de munitions, de crédibilité, de temps. Nous refermons ce JT sur une question ouverte, celle qui traverse chacun de nos 6 blocs. Combien de temps un système peut-il tenir sur des compromis que personne n'a vraiment l'intention de respecter ? Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt.